bienvenue pour le cinquième webinaire consacré au savoir nager, spécial savoir nager. Juste un petit point technique rapide. Il est normal que vous n'ayez pas la possibilité d'activer votre micro ou votre caméra. Par contre, vous avez la possibilité dès à présent, et certains ont déjà bien compris le principe, d'accéder au chat pour vous réagir, poser vos questions. Alors faites attention à un petit truc, c'est qu'il y a différentes possibilités sur le chat. On vous invite à vous adresser à tout le monde et à non pas à tous les invités uniquement, sinon nous risquons de ne pas avoir vos questions. En tout cas, bienvenue, ça a l'air de fonctionner quand même dans l'ensemble, donc je vais tout de suite passer la parole à Patrick Dumont, IAIPR dans l'Académie de Créteil, qui va vous présenter cette thématique et l'introduire. Bienvenue à toutes et à tous pour ce cinquième webinaire donc spécial savoir nager. Nous avons ouvert ce dossier il y a quelques années et 3 ans exactement, et je vais vous expliquer un petit peu l'historique du travail qui a été fait sur notre académie concernant ce savoir nager. Mais d'abord, bon, comme le disait tout à l'heure Johan, que je remercie d'ores et déjà pour la partie technique là, parce que c'est vrai que derrière on a besoin de pointures comme Johan pour que tout se passe bien à ce point de vue-là. Comme il vous l'a dit, donc vous aurez l'occasion dès à présent de poser vos questions, puisque l'idée c'est de pouvoir, au bout d'une trentaine de minutes, donc échanger avec vous sur les présentations et bien évidemment au-delà si vous en sentez le besoin. Donc voilà, une trentaine de minutes de présentation. Dans un premier temps, on va essayer donc de vous expliquer un petit peu dans quel contexte nous avons travaillé depuis 3 ans sur ce dossier, et puis ensuite Laurent Fouchard et Marianne Acide vous présenteront le document donc pédagogique qui est utilisé déjà sur l'académie. Attendez un instant parce que voilà, mon collègue Francis Bahut qui essaye de m'appeler et donc forcément il a du mal à se connecter, mais c'est pas grave, c'est une anecdote. Donc voilà, on va commencer donc cette présentation en vous rappelant, c'est tout à fait l'objet d'ailleurs et le titre de ce webinaire, hein, l'enjeu de société. Vous rappelez que effectivement le savoir nager est excessivement important pour la vie future de nos élèves, hein, puisqu'il conditionne un certain nombre d'activités aquatiques et surtout il favorise une véritable intégration sociale. C'est ce que nous avons appelé le vecteur de socialisation. C'est un point très important pour nous. D'ailleurs, ça a été rappelé, s'il en était un élément qui a été rappelé lors du socle commun, c'est vraiment cet élément du savoir nager. Donc on a essayé de se pencher justement après la parution du socle, on a essayé de se pencher sur notre académie, sur un état des lieux justement du savoir nager, essayer de comprendre un petit peu où on en était, et donc on a lancé une enquête en juin 2016 qui a montré que 42% de nos élèves testés entraient au collège sans avoir validé donc l'attestation, la SSN. 19% sortaient du cycle 3 ne l'ayant pas validé. Donc en gros, le premier point que nous avons constaté, c'était qu'à peu près une vingtaine de pourcents de nos élèves étaient laissés au bord du bassin, excusez-moi le jeu de mots, mais en tout cas, une vingtaine de pourcents n'étaient pas nageurs à la fin du cycle 3. On s'est aperçu aussi dans notre enquête que un certain nombre d'établissements relayaient ces apprentissages en 5e, 4e, 3e, mais somme toute à la marge. On verra ça tout à l'heure. Et donc, fort de ce constat qui nous a quand même un petit peu alarmés, on a constitué 3 groupes de travail pour définir une politique territoriale, intercatégorielle. Alors pourquoi intercatégorielle? Parce qu'on a fait appel non seulement à des enseignants EPS, des profs d'EPS, mais aussi on a fait appel à des enseignants du premier degré. On a fait appel également aux maîtres nageurs, donc les professionnels de la natation, on les appelle comme ça. On a fait appel aussi à des
inspecteurs du premier degré et aussi aux conseillers techniques départementaux et conseillers techniques de circonscription. On a mis tout ce beau monde autour de la table et on a essayé de réfléchir sur ce qui pourrait être une politique qui soit concertée et donc, comme je le disais, intercatégorielle. On a essayé donc dans ces trois groupes de travail de faire d'abord d'engager d'abord une réflexion sur le plan pédagogique, et donc c'est le fruit de cette réflexion que vous allez voir tout à l'heure, que Laurent et Marianne vous présenteront, et ensuite deux autres groupes qui ont permis de mettre en évidence le coût et budgétaire de cette opération, essayer de comprendre quels étaient les freins à ce niveau-là, mais aussi les leviers, parce que il n'y a pas que du négatif quand on parle d'argent, mais malgré tout, on a eu l'occasion quand même de mettre en évidence un certain nombre de points qui nous ont semblé saillants sur cette commission budgétaire. Ensuite, la troisième commission, troisième groupe de travail, a été en charge d'organiser le parcours de l'élève, et en tout cas de vérifier quel était le suivi de cohorte de nos élèves du cycle 3, du cycle 2 au cycle 3, et donc chargé de mettre en place tout un staff de statistiques qui nous permettait justement d'analyser au fil de l'eau, au fil des années, les retombées de notre politique. Et donc une commission essentiellement axée sur l'aspect statistique. Alors, on a, à l'issue de ce travail donc des trois groupes, on a mis en place deux préconisations majeures. La première concerne le premier degré. On a essayé de réfléchir sur ce que pouvait être le nombre minimal de leçons utiles pour que nos élèves arrivent justement en sixième, au début, en entrée de sixième, arrivent en ayant l'ASSN. On a estimé que 50 leçons pouvait suffire pour, en règle générale, pour que la grande majorité de nos élèves puissent arriver au collège sachant nager. Alors, le savoir nager, dans la définition de l'attestation scolaire du savoir nager. Donc, il n'y a qu'une seule définition pour nous, c'est la SSN. La deuxième préconisation, c'est une préconisation qui concerne le second degré. On s'est dit que pour les élèves qui n'avaient pas, malgré ces 50 leçons, réussi à obtenir la SSN, il serait utile de poursuivre les apprentissages sur une quinzaine de séances ensuite en sixième. Alors ça a été donc nos deux préconisations majeures sur lesquelles on a essayé de travailler pour justement, en termes de communication, de faire en sorte que sur l'ensemble de notre territoire, il y ait ces priorités données donc en termes d'organisation. Alors, quelques constats. L'état des lieux, donc, qui remonte là pour la dernière enquête menée en 2019. Alors pourquoi? Parce que on a l'an dernier effectivement fait une enquête, mais elle est restée relativement incomplète, même si les chiffres que nous avons mis en valeur sont a priori pas très éloignés de ceux de 2019, mais le Covid nous a empêché justement d'avoir un cycle complet d'apprentissage, et donc on a des statistiques qui sont assez imparfaites, même si encore une fois elles se rapprochent énormément de ces statistiques-là que je vous présente là. Donc 2019, on s'aperçoit que 90% des établissements programment l'enseignement de natation, ce qui est énorme. C'est-à-dire que véritablement, on s'aperçoit que, en tout cas pour les établissements qui ont répondu, ce qui correspond en gros à 90%, 88% des établissements qui ont répondu à l'enquête, qui est aussi un chiffre remarquable. Et on remercie tous les collègues qui font cet effort chaque année de remonter des données. Et bien, on s'aperçoit donc que 90% des établissements programment de la natation. Ce qui veut dire que, en gros, 90% de nos élèves non nageurs profitent de cet enseignement. Et ce qui est quand même quelque chose d'assez remarquable à souligner. Après, pour les établissements qui ne parviennent pas à programmer, vous voyez, les motifs sont assez divers, mais en tout cas, l'aspect budgétaire n'est pas un motif qui bloque l'accès à la piscine. On voit que dans le premier degré, puisque c'est donc pour la barre en bleu, dans le premier degré sur la partie budgétaire, aucune école n'a répondu ne pouvoir aller à la piscine à cause de problèmes d'argent. Et on sait pourquoi, puisqu'en fin de compte, c'est relayé sur les territoires. En fait, on s'aperçoit que
il y a très peu sur les 11%, donc pour les établissements du second degré, il y a très peu d'établissements aussi qui mettent en avant ce frein. Voilà. Alors après, piscine fermée, c'est pour des motifs assez divers aussi. C'est des fermetures temporaires. Enfin bon, voilà, on y met en fin de compte derrière quelque chose qui relève plus de l'infrastructure, mais d'un empêchement temporaire que quelque chose qui est structurel. Voilà, donc ensuite, on a essayé de voir, comme je vous le disais tout à l'heure, quel était le coût de fonctionnement sur notre académie de Créteil. Et là, on voit, alors vous voyez les barres bleues correspondent aux barres de 2019 et les barres roses aux chiffres de 2015. Et on voit une très très nette augmentation du coût de la piscine, du coût de fonctionnement de 2015 à 2019. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que vous allez voir tout à l'heure que on a essayé de voir comment, justement, ce que je disais tout à l'heure, comment évoluer un petit peu les chiffres en fonction de notre politique. Et ça, c'est un élément extrêmement important. C'est un élément extrêmement important à considérer, le coût de fonctionnement. Alors on voit aussi que l'augmentation du coût de 2015 à 2019 se centre essentiellement sur les transports. Voilà. Donc je passe sur les sommes qui sont, j'en conviens, astronomiques, mais à l'échelle d'une académie qui est quand même assez importante. Voilà. Donc en termes d'organisation, on s'est aperçu que, ce qui est intéressant, parce qu'on voit, on peut faire le parallèle ensuite avec les préconisations dont on a parlé tout à l'heure. En termes d'organisation, on s'aperçoit que en moyenne, on a 12 élèves dans l'eau pour un enseignant. Sur le temps total d'apprentissage, on s'aperçoit que sur le second degré, on est à 13 heures et sur le premier degré à 22 heures. La durée moyenne est de 48 minutes pour le collège, et vous voyez largement supérieur, de 10 minutes en tout cas, pour le temps dans l'eau pour le premier degré, par rapport au premier degré, pardon. Et donc on voit qu'un nombre moyen de séances sur le cursus passe de 16 pour le second degré et de 34 pour le premier degré. Ce qui veut dire que déjà sur le volume horaire, en tout cas en nombre de leçons, on voit qu'on est proche de la politique académique qui, je vous rappelle, préconisait 15 leçons pour les non-nageurs en 6e. On est très proche pour les collèges. Et par contre, il y a un vrai déficit sur le nombre de leçons sur le premier degré, puisqu'on avait préconisé 50 et nous ne sommes qu'à 34. Alors, toujours en termes d'organisation, je voulais quand même vous montrer quelque chose qui peut être intéressant, puisque nous avons parmi nous des collègues du premier degré. On s'aperçoit que la prise en charge des professeurs des écoles sur l'ensemble de l'académie représente 39%, mais que ces 39% sont diversement répartis en fonction des départements. On voit par exemple que dans la Seine-et-Marne, le 77, il y a énormément de professeurs des écoles qui prennent en charge leurs élèves. A contrario, beaucoup moins dans le 93 et dans le 94. Voilà. Donc ça pourrait être une information anecdotique, mais pour autant, ça peut avoir on peut y trouver une explication, et on pourra y revenir éventuellement dans le cadre des questions-réponses que vous pourrez poser tout à l'heure. Alors ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est ce graphique qui est important, parce que pour nous, il y a deux chiffres qui sont essentiels dans le guidage de cette politique. C'est le nombre, vous l'avez compris, d'élèves non nageurs qui entrent en 6e et le nombre d'élèves non nageurs qui sortent du cycle 3. Donc, et là, on voit bien que l'évolution ne se fait pas dans le bon sens. Regardez, on avait par exemple sur la barre vert clair 58%. En 2019, on a 58% des élèves qui entrent en 6e ne sachant pas nager, donc on est à plus de la moitié, alors que on n'était qu'à 42 en 2015. Voyez par exemple sur le nombre de non-nageurs sortants du cycle 3, on était à 19% en 2015 et on est passé à 26% en 2019. Donc on a une augmentation
assez nette du nombre d'élèves qui sortent du cycle 3 ne sachant pas nager, malgré la mise en place de cette politique. Alors on a essayé de comprendre justement pourquoi cette évolution n'allait pas dans le bon sens, et il y a quelques explications à cela. Maintenant, les explications que je vais apporter ne sont pas forcément à prendre comme ça en bloc, ce sont simplement des pistes de réflexion. Vous voyez que là, par exemple, sur ce graphique, on a une analyse qui se fait par département. On voit par exemple que la tendance dont je parlais tout à l'heure à l'augmentation est surtout visible dans le 93, puisqu'on passe donc à 71% de nos élèves qui arrivent en classe de 6e ne sachant pas nager. Et puis, bon an, mal an, 36% quand même en sortent du cycle 3. Ça veut dire que 40%, quasiment 40% de nos élèves sortent non nageurs dans le 93, la Seine-Saint-Denis, ce qui est énorme. Vous voyez que par exemple, lorsque on voit l'évolution entre, on va dire en termes de plus-value, ce qui est à noter quand même, c'est que nos enseignants dans le second degré font un énorme travail, puisque vous voyez que on a quand même une plus-value très importante par rapport au nombre d'élèves qui nous arrivent non nageurs en 6e. De 71, on passe à 52, et pour autant, vous voyez, il y a un différentiel de 6%, 36-30%. Donc ça veut dire que la plus-value des apprentissages sur le collège est très important. On voit que par exemple, c'est assez stable sur le 94, et on voit là, par contre, assez encourageant, que sur le 77, il y a moins d'élèves qui sortent du cycle 3 non nageurs qu'en 2015. Donc on a une très forte progression de 3 points à ce niveau-là. Donc il y a une tendance quand même qui est très encourageante sur le 77. Alors après, on pourrait aussi trouver des explications. Tout à l'heure, je vous le disais, on parlait du coût du savoir nager. C'est justement dans la Seine-Saint-Denis que le coût a le plus fortement augmenté, et notamment les coûts de transport. Alors j'en reste à un constat, je ne donne aucune explication, mais c'est un constat. Et ce constat est important, puisque en fait, on s'aperçoit que le coût augmentant, on a pu constater que le nombre de leçons avait fortement diminué, et surtout dans le 94. C'est-à-dire que nos élèves ont perdu près de 10 heures d'enseignement à l'école, au collège, 10 heures d'enseignement, et donc c'est extrêmement compliqué, le temps d'apprentissage se réduisant à cause des coûts. Sans doute à cause des coûts, en tout cas, il est extrêmement compliqué d'être performant sur ce point. Voilà. Donc ça, c'est une explication possible. Maintenant, encore une fois, on essaye de trouver des pistes pour mieux comprendre. On pourra tout à l'heure éventuellement en discuter entre nous, puisque on prendra des questions à ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, c'est ce constat que je voulais vous partager donc en introduction de ce webinaire, quelques chiffres qui sont quand même assez saillants. Je voudrais donc mettre en avant justement cette nécessité que nous avons mis en place de travailler en intercatégoriel, et c'est la raison pour laquelle ce webinaire s'adresse pas seulement aux enseignants du second degré, mais aussi aux enseignants du premier degré qui ont été invités, aussi aux conseillers pédagogiques, et également, on espère également que beaucoup de maîtres nageurs se sont inscrits à ce webinaire, parce que on est intimement persuadé que il faut à un moment donné qu'on ait une politique commune, intercatégorielle, un chemin d'apprentissage commun, une voie commune, et en tout cas, il faut que nous puissions nous coordonner sur nos objectifs, parce qu'il est extrêmement difficile déjà de faire un lien entre le CM2 et la 6e. Le cycle 3 n'est pas forcément facile à négocier, donc et surtout en termes de savoir nager. Et donc en plus, on a cette difficulté de deux corps de métier, j'allais dire, qui sont souvent distants l'un de l'autre. Et nous, il nous a semblé essentiel de travailler sur justement une politique pédagogique commune. Alors,
Pour aller de l'avant, on a donc essayé de travailler sur un cadre commun, puisque autour de la table, nous avions aussi donc, comme je le disais tout à l'heure, des maîtres nageurs. On a essayé de travailler sur un cadre commun. Une discussion passionnante pendant 2 ans. Passionnante parce qu'on a vraiment croisé les points de vue, on a croisé les expertises et on a réussi à mettre en place justement excusez-moi de l'expression, cet itinéraire pour nos élèves, un itinéraire qui se déroule du cycle 2 au cycle 3 et comme vous le voyez, qui mène à la fin de cet itinéraire à l'attestation du savoir nager. Alors pour vous présenter ça, je vais céder la parole à Laurent Fouchard de l'INSPE de Bonneuil et à Marianne Acide, donc conseillère pédagogique départementale du 94, qui vont tous les deux nous présenter justement ce parcours cycle 2, cycle 3, avec des exemples extrêmement concrets. Et ensuite, eh bien, nous recueillerons vos questions et on essaiera de répondre donc à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas, surtout dès maintenant, à chatter, puisque Chantal, que vous voyez au centre de cet écran, Chantal Rosio, est chargée de recueillir l'ensemble de vos questions et ensuite les poser à Laurent et à Marianne. Laurent, Marianne, êtes-vous prêts? Voilà, donc bonjour à tous. Alors, on va être rapide avec Marianne. Oui, On a beaucoup de choses à vous dire. On a 20 minutes, donc c'est parti. Donc l'idée de cette collaboration qui donc a conduit à une production, à un outil, j'insiste vraiment à la construction d'un outil, c'est réellement une volonté, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, de mettre en place une cohérence sur le fonctionnement et l'enseignement de la natation. Alors, bien sûr, le savoir nager, parce que on sait que dans notre académie, mais comme dans d'autres académies, c'est une vraie priorité, et ça l'est aussi au niveau national. On regarde les problématiques de noyade qui, depuis un certain nombre d'années, font la une, malheureusement. À partir de ce constat-là, comment formaliser un vrai parcours de formation chez nos élèves qui serait cohérent, efficace, et qui leur permettrait, à travers la validation de l'attestation du savoir nager, de déboucher donc sur des pratiques, je dirais, aquatiques, culturelles ou non. Voilà, l'enjeu de cette collaboration et de cette production qu'on va vous présenter, c'est vraiment de faire en sorte de mettre à jour chez les différents intervenants, et Patrick l'a bien signalé, de formations initiales différentes, profs des écoles, maîtres nageurs, profs de PS, etc., de mettre à jour donc un outil, je dis bien un outil parce qu'en aucun cas cet outil est définitif et ne doit pas évoluer, donc c'est une proposition pour aller d'un enfant qui démarrerait du cycle 1 jusqu'à un pseudo-adulte qui sortirait de l'enseignement obligatoire et qui pourrait avoir une pratique aquatique en fonction de ses envies, de ses disponibilités et du milieu qu'il voudrait fréquenter. Voilà. Et donc la SSN n'est surtout pas une fin en soi, mais demeure un objectif dans ce parcours de formation. J'insiste vraiment. Oui, alors au niveau du cycle 1, le parcours débute, le parcours d'apprentissage chez l'enfant, en fin de cycle 1, grande section maternelle. Il y a cette étape, on va dire, assez fondatrice de certains moments de découverte, d'exploration chez l'enfant, qui va le mettre en confiance et en sécurité. Donc, à travers de nouveaux équilibres, il va découvrir un petit peu le milieu aquatique et l'action qu'il peut avoir sur l'eau. Ce vécu doit être très positif. On s'oriente peu à peu vers l'aisance aquatique et on verra, c'est une problématique actuelle, on parle beaucoup d'aisance aquatique, mais cette notion de plaisir est très propre et spécifique au cycle 1. Nous verrons que peut-être au cycle 2, c'est dommage que cette familiarisation ne se poursuive pas toujours de manière aussi efficace. Mais voilà, c'est ce vécu, ce plaisir qui va générer ensuite les compétences de l'élève plus tard. Alors, recommandé et très questionné depuis un certain nombre de temps, notamment à travers la conférence de consensus qui a lieu au mois de janvier 2020. On est, nous, sur Créteil, on a travaillé donc, pendant 3 ans sur la construction d'un tronc commun d'outils au service en priorité de tous les acteurs, en partant de l'hypothèse suivante,
que les problématiques d'ordre didactique que rencontraient les enfants dans le milieu aquatique étaient communes, que l'enfant soit en CE1, CE2, CM1, CM2, voire 6e, au regard des problèmes et des éléments qu'il n'avait pas conçus en termes de ressources. Donc c'est pour ça qu'on a une approche, et on a souhaité une approche qui soit avant tout, je dirais, didactique, hein, sur un apport de contenu, avec des propositions de situation, on est bien d'accord, mais qui peuvent être revisitées et surtout réadaptées en fonction du contexte dans lequel elles peuvent être proposées aux enfants. Et bien sûr en fonction de leur âge et de leur niveau de progression. Donc à partir de ce parcours de formation, on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour essayer donc de vous résumer cette méthodologie de progression et d'outils proposés. Hein. L'idée, c'est de construire une cohérence cycle 3. Patrick l'a évoqué, hein, une continuité des apprentissages sur les différents niveaux, sur les différents cycles, pardon, avec cette idée que il nous paraissait difficilement compréhensible, aussi bien pour les familles que pour les enfants que pour nous professionnels, d'enseigner, entre guillemets, une activité nautique, en l'occurrence le savoir nager, sans être sur des outils, en tout cas des propositions d'outils communs, quel que soit notre statut et notre rôle en tant qu'acteur. Et donc la nécessité de travailler en partenariat avec enseignants de PS, profs des écoles, maîtres nageurs, nous a paru donc comme quelque chose d'incontournable. Alors, bien sûr, l'outil proposé reste un outil, je dirais entre guillemets, relativement éclectique, et c'est aussi lié aux différentes obédiences dans lesquelles on a pu croiser nos idées. Voilà, donc ça ne reste que des propositions. Donc l'idée, c'est de proposer différentes, je dirais, étapes, en tout cas cheminements, pour permettre à l'enfant de construire différentes capacités qui nous paraissent incontournables à travers la proposition de différentes situations. De manière plus précise, voilà. Alors, remédiation, voilà. On est tous partis d'un constat, c'est que l'enseignement qui est proposé globalement au bord des bassins est trop souvent assujetti à un constat d'un enfant qu'on met dans le milieu aquatique avec une motricité qu'on essaie, entre guillemets, de reproduire, c'est-à-dire une motricité de terrien, donc les éternelles situations où ils ont une frite et ils font du battement, et puis une utilisation parfois trop systématique et trop fréquente du matériel. Alors, l'idée, c'est pas de supprimer le matériel, mais c'est de se poser la question, et on s'est posé la question de la nécessité de ce matériel en fonction des objectifs poursuivis. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait. Et donc, on s'est vraiment questionné avec l'ensemble des partenaires sur comment aborder cette approche de l'enseignement de la natation chez les nageurs à travers une problématique qui serait une problématique qui interpellerait non plus l'idée de se déplacer, mais l'idée de plutôt modifier la représentation de l'enfant par rapport au milieu dans lequel il découvre complètement son fonctionnement. Donc par rapport à ça, on a proposé une progression donc, en 2 grandes étapes, hein, on va dire cycle 2, cycle 3. Alors c'est toujours très compliqué de temporiser, enfin de mettre une temporalité sur une progression. C'est toujours très compliqué de hiérarchiser différentes étapes, hein, parce qu'elles sont entremêlées, elles s'entrecroisent en permanence. Mais au regard des pratiques professionnelles et des échanges qu'on a pu avoir avec les différents partenaires, on fait le constat qu'au bord du bassin, sur un parcours de formation, on va dire, relativement organisé à travers un projet commun, on serait sur une focale importante cycle 2, avec différents éléments dont on va parler, et ensuite une focale sur le cycle 3, en sachant que cette temporalité, j'insiste, peut être complètement revisitée. Et preuve en est les nouveaux textes du lycée professionnel qui mettent en avant la nécessité de mettre en place des modules de construction du savoir nager pour les élèves de lycée professionnel qui n'auraient pas encore construit cette attestation du savoir nager scolaire. Donc, par rapport à cette logique de cycle 2, le premier grand temps dans lequel on s'inscrit avec l'ensemble des partenaires, c'est vraiment de familiariser, comme Marianne l'a dit tout à l'heure, les enfants, hein, à travers l'idée de modifier leur représentation du milieu, c'est-à-dire de percevoir que quand ils sont dans l'eau, en immersion, donc plutôt en grande profondeur, sous certaines conditions, ils vont flotter tout simplement. Hein. Ils vont flotter grâce à l'action de la poussée d'Archimède, grâce aux principes biomécaniques qui sont mis en place. Et donc l'idée, c'est de modifier leur représentation donc, pour impacter leurs ressources affectives, et à côté de ça, modifier leur représentation informationnelle. Hein, dans le sens où on est avec des enfants terriens, et quand ils sont dans le milieu aquatique, on fait tous le constat qu'ils ont énormément de difficultés à prendre de l'information à cause du milieu, et ils ont d'énormément de difficultés
à changer aussi d'orientation, c'est-à-dire à trouver une nouvelle forme d'équilibre. Donc ce filtre de travail qui nous a guidés, alors on peut le décrypter selon différentes manières, mais il passe obligatoirement à un moment donné par un questionnement précis sur les fondamentaux de l'activité. La prise d'information, la logique d'équilibre, la logique de respiration et la logique de propulsion. Là, l'enjeu, c'est pas de faire toute la natation en 3 ou 4 leçons, hein, on aimerait bien, mais malheureusement, on sait que ça ne fonctionne pas. L'enjeu, c'est vraiment de voir comment on peut orienter ces différents repères par rapport aux caractéristiques des enfants. Avec, donc, pour commencer, une première grande étape qui va être vraiment liée à la prise d'information et à la découverte du milieu, notamment sur la perception de ce milieu sur l'action, de l'eau sur l'action sur le corps. Ce qui se traduit par différentes étapes, alors qui sont plus ou moins hiérarchisées, mais qui peuvent s'entremêler, hein, à travers l'entrée dans l'eau, la descente au fond du bassin, avec donc l'idée, évidemment, de prendre de l'information, les déplacements à la surface de l'eau, qui ne seront plus des déplacements forcément pédestres en petite profondeur, mais des déplacements manuels accrochés au mur, hein, pour que l'enfant puisse percevoir que la motricité, implicitement, va être une motricité pilotée par les membres supérieurs et non plus par les membres inférieurs, pour arriver progressivement à passer d'une position verticale à une position plutôt horizontale, mais je dis bien progressivement, à la condition que l'aspect informationnel soit relativement construit, et tout ça doublé de problématiques respiratoires, notamment, et j'insiste, sur la construction de l'apnée inspiratoire, qui va permettre à l'enfant d'avoir du temps pour pouvoir, entre guillemets, pratiquer, alors du temps très relatif, hein, de l'ordre de 5 à 10 secondes maximum, mais qui va surtout permettre à l'enfant de percevoir implicitement l'action de la poussée d'Archimède sur son corps. Et donc, tout ça concrétisé par un travail qui va être mêlé entre le fait de vivre ce qu'on appelle la remontée passive, et tout en vivant cette perception du milieu aquatique en grande profondeur, et le fait qu'on puisse flotter sous certaines conditions, après ensuite engendrer une problématique de passage d'un équilibre vertical à un équilibre horizontal. Alors, avec toutes les problématiques que cela suppose, et notamment la problématique de passer d'un équilibre vertical à un équilibre horizontal, grâce à une vitesse créée, qui peut être une vitesse artificielle, je pousse contre le mur, je me tracte, etc., pour que l'élève commence à enrichir son schéma corporel, à la fois d'un point de vue biomécanique, mais aussi et surtout d'un point de vue informationnel, avec une construction de nouveaux repères. Toute cette étape-là va impacter l'enfant à la fois sur ses caractéristiques affectives, informationnelles et, je dirais, biomécaniques. Mais avant tout, l'aspect affectif va être de plus en plus minoré au sens positif grâce à une transformation majeure de la perception du milieu, donc grâce à une transformation, je dirais, d'ordre informationnel. Tout ça doublé sur, je dirais, la fin du cycle 2, d'une idée de permettre à l'enfant de se déplacer sur une courte distance, hein. Alors, les textes font référence à 15 mètres, hein, après une immersion. Voilà, l'idée, c'est d'amener l'enfant à être capable de s'immerger, à être capable de percevoir le milieu en grande profondeur et de commencer à générer une vitesse relativement constante pour pouvoir se déplacer sur une courte distance. Voilà. Formation peut-être au niveau des professeurs de PS qui nous écoutent, effectivement, à l'issue du cycle 2, il est question, nous avons décliné effectivement le texte de l'éducation nationale, on sautait dans l'eau et remontait passivement pour se déplacer sur 15 mètres. Voilà, ça nous semblait important de préciser l'immersion. Ces différentes étapes, très bien envisagé avec des élèves de seconde, de première en lycée pro qui seront en très grande difficulté par rapport au milieu. On est d'accord, après, il y a des grosses adaptations pédagogiques à faire, mais c'est tout à fait concevable. À partir de cette idée où l'enfant est capable de se déplacer sur courte distance, parce que la réalité c'est ça, hein, ce qui correspondra à une forme d'aisance aquatique, entre guillemets, on va lui donner les moyens, et c'est ce qu'on vise plutôt en cycle 3, mais on peut le faire évidemment avant si c'est une nécessité. On va lui donner les moyens d'entretenir la vitesse qu'il a créée initialement, grâce bien sûr à une efficacité propulsive qui va lui permettre de générer donc, un déplacement, et donc là on rentre quand même dans des connaissances liées à la natation, les choses sont claires, hein, connaissances liées à l'efficacité propulsive, connaissances liées aux résistances propulsives, etc., pour lui permettre en même temps de se rééquilibrer grâce à l'action des jambes, mais surtout dans un deuxième grand temps, de commencer à optimiser, je dirais, les échanges respiratoires pour pouvoir non plus se déplacer sur courte distance, mais être capable d'enchaîner, entre guillemets, différentes capacités sur une distance plus longue
qui vont être révélatrices d'une attestation du savoir nager scolaire. Alors, attestation qui, bien sûr, est très, très précisément définie dans son cadre de mise en œuvre, à la fois dans les contenus de cette attestation, ensemble de capacités à valider de manière binaire, c'est bon ou c'est pas bon, et c'est la globalité qui doit être validée, plus les connaissances, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, et associé à ça, donc un enjeu purement sécuritaire. On est bien d'accord, on pose souvent la question, cette attestation ne garantit pas que l'enfant ou vos enfants, dans le cadre des cours, vont être capables d'évoluer en milieu naturel, sur des distances très longues, etc. Et c'est toute la difficulté de définir un savoir nager scolaire, hein, et un savoir nager tout court. On est sur un ensemble de tâches qui révèlent une posture sécuritaire dans un contexte très bien défini. Hein, c'est ce que donne le cadrage. Alors, de manière très précise, si on veut rentrer un petit peu dans les détails pour vous présenter un peu le document, j'ai pris un exemple. Hein. Donc, j'avais un ensemble de documents donc, que les collègues ont construits, hein, avec donc, chaque étape, et chaque étape est illustrée de manière précise, avec donc, alors je prends l'exemple de l'étape où on demande aux enfants de descendre au fond de la piscine et d'augmenter leur durée d'immersion et éventuellement d'aller sur une remontée passive, hein, dans un objectif de modifier leur représentation, d'enrichir leurs ressources informationnelles, de percevoir comment se structure le bassin, donc ça va impacter l'aspect affectif et indirectement l'aspect biomécanique grâce à cette perception de la poussée d'Archimède. Et donc, à chaque étape, on a essayé donc de modéliser donc, une situation de référence qui s'illustre donc par une vidéo, hein, voilà, avec un exemple d'un enfant ici là, qui descend dans une profondeur d'1,50 m en apnée inspiratoire, voilà, et qui tranquillement remonte le long de l'échelle. Associé à cette vidéo, on a systématiquement essayé de construire une sorte de repère didactique qui s'illustre avec ce qu'on attend, les caractéristiques observables des enfants initialement, donc elles sont forcément liées entre elles en fonction des différentes étapes, mais surtout ce qui nous a, les deux éléments qui nous ont vraiment fait travailler en commun, c'est les obstacles que vont rencontrer les enfants pour arriver à franchir cette étape, hein, à la fois donc, au niveau des ressources affectives, au niveau moteur, au niveau informationnel, etc., pour ensuite faire une proposition alors, très générique, on est bien d'accord, de contenu, de contenu d'enseignement, de critères de réalisation, qui nous sortent des conditions incontournables pour que les enfants réussissent. Alors ça, c'est l'aspect, je dirais, très livresque et très outil, mais on sait que c'est pas aussi simple. Donc, comme c'est pas aussi simple, on s'est quand même posé des questions pour dire, voilà, si l'enfant il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il a comme problème? Si, par exemple, il a un problème informationnel affectif, par exemple, voilà, s'il s'immerge partiellement, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Donc, à chaque fois, on a essayé de partir de la situation de référence et de proposer derrière une alternative sous forme de remédiation avec des propositions de situations aménagées qui vont essayer de résoudre, je dois essayer, hein, le problème. Donc là, si on est sur un problème affectif, par exemple, l'enfant hésite, etc., on peut se poser la question, donc, pas capable de prendre une apnée inspiratoire, si par exemple il a soufflé, s'il a les yeux fermés, bon, toutes les problématiques qu'on va rencontrer, des évolutions possibles, et à chaque fois, on va illustrer donc la situation adaptée, on va dire, avec donc une petite vidéo. Donc là, on voit une demoiselle qui descend cette fois-ci le long de l'échelle, hein, avec une profondeur beaucoup moins importante, et surtout qui a des repères systématiques à l'échelle, ce qui va lui permettre, donc d'un point de vue affectif, d'être plutôt rassuré. Même chose, donc, si on est sur un problème informationnel, hein, on a évoqué on a évoqué la problématique, par exemple, informationnelle. On a beaucoup d'enfants qui descendent dans l'eau et qui descendent en profondeur, mais qui ont les yeux fermés. Donc là, il y a deux solutions. La première, c'est soit ils décident d'ouvrir les yeux, mais souvent, ils ne décident pas tout de suite. Soit on leur met des lunettes, hein, mais à un moment donné, il faut leur alterner les deux. Donc, une situation toute simple, hein, le long de la perche, cette fois-ci, pardon, le long de la perche, cette fois-ci, à notre couleur. Alors là, on a mis des anneaux jaunes pour bien les voir, mais on pourrait très bien envisager différentes couleurs pour être sûr que les enfants s'informent de manière précise pour pouvoir donc ramasser l'anneau. Voilà, donc toutes ces micro-situations sont des propositions de simplification, de remédiation aux différents problèmes que l'enfant aurait rencontrés sur ces
Alors Laurent, je ne sais pas si tu nous entends, mais on a perdu la connexion. On a vrai pour le petit souci technique, Laurent va essayer de se reconnecter, je pense, puisque ça lag et que ça fiche pas mal. Oui, Laurent. Ouais, c'est bon. C'est bon à nouveau, là, on t'avait perdu. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis désolé. Donc, je reprends. Alors, je repasse en mode diaporama. Dans 2 secondes. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'étais sur la présentation donc, des différents éléments en termes de simplification et de remédiation qui peuvent apparaître dans différents documents. Alors, je continue un petit peu. Voilà. Donc, à partir de ça, je vous ai mis un autre exemple que je ne vais pas développer sur l'idée du cycle 3. Alors, on a traité exactement de la même manière sur 3 grandes étapes. L'idée étant systématiquement de revisiter dans chaque étape une situation de référence avec systématiquement une proposition et 2 vidéos. Donc, chaque situation étant illustrée et des situations intermédiaires qui sont de simplification ou voire de remédiation. Donc, par rapport à ça, on est sur une globalité qui, à mon sens, va permettre, c'est un très gros document support, c'est un document qui va à chaque fois être illustré de manière visuelle et avec un apport de contenu. Alors, on ne doit pas cependant oublier, et je vais laisser la parole à Mariam par rapport à ça, parce que j'ai tendance à monopoliser après la parole, excusez-moi. Pas du tout, on doit pas. Reconnu. On doit surtout pas. Champ de connaissance. Parce que même si les enfants sont capables, d'un point de vue de la capacité motrice et natatoire, de valider la SSN, cela n'empêche que on ne peut pas se permettre de ne pas apporter les attitudes et les connaissances qui s'y réfèrent. On va un petit peu revisiter rapidement cet ensemble de connaissances et d'attitudes. La première, c'est savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème. Effectivement, on insiste beaucoup au niveau de nos réunions institutionnelles de natation, de permettre à l'élève d'identifier la personne qui surveille le bassin. Ça semble facile, mais parfois, il n'est pas toujours identifiable. Donc, on mène depuis plusieurs années, on va dire, ce point en particulier qui permet à l'élève de comprendre pourquoi il y a un surveillant, à quoi il sert, et ensuite, éventuellement, à transposer dans un autre milieu en dehors de la piscine des références, un poste de secours ou d'autres personnes susceptibles de surveiller. Ensuite, connaître les règles de base liées à l'hygiène et à la sécurité, ce sont plutôt les compétences qui sont le plus développées, on va dire, depuis plusieurs années associées au projet pédagogique. En revanche, savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquelles la SSN est adaptée, là, effectivement, on va vous mettre la deuxième vidéo qui reprend un petit peu l'excellent travail de nos collègues conseillers pédagogiques de Seine-et-Marne qui vous ont fait un dossier et un support clé en main concernant effectivement chaque compétence et attitude à développer. Ici, ça se présente sous forme de PowerPoint. Il y a 5-6 diapos par compétence et attitude à développer, avec une petite fiche d'évaluation destinée à l'élève et une fiche de renseignement concernant destinée à l'enseignant. C'est extrêmement bien fait. Je vous invite à aller regarder ce support. Voilà. Donc, ça permet également le lien avec la maîtrise du langage et l'identification des panneaux. Donc, vous avez un petit point pour activer et qui vous explique à chaque fois le pourquoi de ce panneau. Voilà les risques auxquels peuvent être confrontés l'élève.
conclure rapidement, la SSN, programme du cycle 3, explicitement précisé. Donc, évidemment, enseignement socle, avec différentes propositions et différentes modalités. Mais on ne perd pas de vue, donc, dans le cadre de l'enseignement, alors que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré, on est bien d'accord, on a un outil qui va nous permettre, entre guillemets, de pouvoir accéder facilement à certains domaines du socle à travers ces différentes constructions. Voilà, je pense qu'on en a terminé. Patrick, je pense qu'on a un peu dépassé le temps, je suis désolé. C'est compliqué de faire ça très court. Je vais te faire un aveu, je m'y attendais un petit peu. Merci à tous les... Il faudrait que tu nous mettes la dernière diapo qui est importante. Hein. Ouais. Merci à tous les deux pour cette brillante présentation qui montre bien en fin de compte le travail qui a été fait sur le parcours de l'élève du cycle 2 au cycle 3 avec derrière cette possibilité de switcher à la fois sur une fiche explicative à chaque étape du parcours, des problèmes identifiés donc avec ce qu'on a appelé des SOS, des problèmes identifiés qui permettent à la fois de faire d'autres propositions donc de remédiation des situations qui sont adaptées aux problèmes en question avec des vidéos. Il y a eu un énorme travail donc de la part de ce groupe que nous remercions vraiment très très chaleureusement puisque ça nous a quand même permis vraiment sur notre académie de faire avancer ce dossier sur le plan pédagogique et didactique. Je vais maintenant laisser la parole à Chantal qui a recueilli un certain nombre de questions. Bonjour à tous. Donc, vous retrouverez ce document ressources sur le site EPS de l'Académie de Créteil. Donc, quelques questions sont apparues sur le chat. Une des premières questions d'ordre plus technique, c'est peut-être que s'interroge Marianne sur le nombre de séances en fonction du développement moteur de l'enfant, du nombre de leçons que pourrait bénéficier un enfant du cycle 1 au cycle 3, en fonction de son développement moteur. Parce que là, on a globalisé en fait le nombre de leçons. Est-ce qu'il y aurait des indications qui pourraient être appropriées suivant l'âge des enfants ? On dit qu'effectivement, pour qu'il y ait une notion d'apprentissage, il faut au moins 10 séances. Alors évidemment, 10 séances de 35 à 38-40 minutes, c'est le minimum, on va dire. Chez les enfants, on peut éventuellement, et là on touche l'organisation des séances, on peut éventuellement travailler sur ce qu'on appelle des stages massés, sur des séances qui sont répétées dans un temps plus court et qui permettraient peut-être même à des enfants de grande section, pourquoi pas, d'appréhender la natation sous une forme un peu plus concentrée. Donc voilà. Merci Marianne. Concernant le parcours de formation de l'élève, les collègues s'interrogent de la façon à comment s'organise ce parcours de formation par rapport aux compétences visées. Y a-t-il une hiérarchie des incontournables, Laurent, ou alors y a-t-il plus une approche spiralaire de toutes ces compétences ? Alors, d'autres cours, certaines hiérarchies. Tu m'entends, Chantal, ou pas là ? Voilà, vas-y, là c'est bon. Ouais. Donc je disais que la réponse est que, à mon sens, il y a plutôt une certaine hiérarchie, mais je pense que cette hiérarchie peut à un moment donné se satisfaire d'aller-retour en permanence. Donc il y a une progression. Il y a une progression, elle est évidente. Je pense que cette progression passe réellement par une approche qui fait référence à la modification des représentations du milieu, pour ensuite passer indirectement d'une logique de terrien à une logique de entre guillemets de pseudo-nageur, et que trop souvent le constat qu'on a tous fait, hein, c'est que les enfants ils sont mis dans une logique de propulsion systématique. Il faut qu'ils se déplacent. Sauf que se déplacer pour être au-dessus de l'eau, comme on peut le voir souvent, ne va pas résoudre les problématiques liées à l'appréhension du milieu.
Voilà, donc le problème, il est là-dessus. Donc, c'est des vrais choix à faire, hein. C'est des vrais choix qui vont impacter à la fois la conception et l'aspect didactique, mais qui vont aussi impacter l'organisation pédagogique du bassin. Très bien. Donc aussi d'autres interrogations aussi, et ça nous l'avons, Patrick l'a mis en préambule, sur la collaboration avec les professionnels donc des piscines, notamment sur les projets pédagogiques qui ne sont pas suffisamment diffusés, et donc la difficulté à travailler en collaboration avec ces professionnels donc des piscines. Oui, effectivement, la difficulté se pose aussi en termes, pas tant de motivation, mais en termes de temps. Et c'est vrai que certaines piscines organisent des temps de réflexion au niveau de l'équipe MNS. Et c'est vrai que les projets pédagogiques sont essentiellement, on va dire, supervisés par le conseiller pédagogique, co-construits avec l'équipe de MNS et parfois à la marge avec des professeurs volontaires, hein. Donc nous, on incite toujours dans nos réunions à faire évoluer la notion de projet pédagogique, à le rendre vivant. Et il arrive que parfois des enseignants, professeurs des écoles y participent. Dans le premier degré, à la différence du second degré, on travaille beaucoup sur l'interdisciplinarité et la notion aussi de travail en français, maîtrise de la langue, les représentations des élèves illustrés, etc. Et sur des albums aussi, des albums jeunesse. Donc tout ça, quand on travaille sur des supports un petit peu d'albums, il faut évidemment se réunir entre MNS, professeurs des écoles et conseillers pédagogiques pour avoir le même discours et la même approche. Donc c'est intéressant de travailler sur des supports pour nous dans le premier degré. Très bien, merci Je pense à l'album du Tarn notamment. De cette collaboration dans le premier degré. Mais maintenant, comment pourrait aussi se développer l'interdegré entre entre cycle 3, donc sur la validation de l'ASSN, où là encore, les professeurs d'EPS semblent en difficulté pour attester donc de la validation de l'ASSN en fin de classe de CM. Oui, alors là, effectivement, on pose la question de la transmission des résultats. Voilà. Effectivement, qui, depuis quelques années, on essaie, pourtant, nous, dans le premier degré, hein, les conseillers pédagogiques sont vraiment battants par rapport à ça et s'investissent beaucoup sur la transmission de ces documents, mais à un moment donné, ça ne fonctionne pas, ou pas très bien. Donc, il y a 3 instances qui sont envisagées. Le conseil d'école-collège en présence du principal, de l'IEN, ou effectivement qui se réunit 2 fois par an, peut être un moment où l'on peut transmettre ces documents. Le conseil des maîtres, qui se fait en cycle 3, par exemple, qui se déroule en avril ou en mai, peut être aussi une instance où l'on transmet les résultats. Puis, la transmission numérique aux professeurs coordonnateurs de PS. Et moi qui suis ici du second degré, je pense que le mieux, ce serait effectivement une transmission ou par public postage ou par transmission numérique. On aimerait cette année associer à la fois les résultats du test du cycle 2, à l'issue du cycle 2 et à l'issue du cycle 3, pour que les enseignants aient conscience du parcours de l'élève. Ne réussissent pas non plus le test du cycle 3. Donc ces transmissions sont fondamentales pour réorganiser ensuite au niveau du second degré la politique de la natation. Si c'est des non-nageurs, ils doivent savoir en amont et anticiper les groupes et la fonction des groupes aussi. J'espère avoir été clair. Oui, tout à fait, Marianne. Maintenant, beaucoup de collègues s'interrogent aussi sur, je dirais, la temporalité des leçons. On parle beaucoup actuellement d'apprentissage massé. Est-ce qu'on a des études qui permettraient de dire, en effet, que les apprentissages massés permettent des validations plus précoces de la SSN? Alors, je vais répondre, Chantal. Par rapport à cette logique de apprentissage massé, stage massé, hein, un certain nombre d'expérimentations ont déjà eu lieu. Et c'est un sujet qui a été abordé lors de la conférence de consensus en janvier 2020 qui a eu lieu donc, au CREPS de Reims. Et d'un point de vue scientifique, rien ne prouve que le stage massé soit plus efficace, enfin, que l'apprentissage massé soit plus efficace que l'apprentissage distribué. Ça, c'est le premier point. En revanche, le constat est fait d'un point de vue local que la mise en œuvre d'un stage massé
va permettre aux enfants et aux intervenants d'être sur un suivi qui va être très, entre guillemets, concentré, d'être sur une logique de progression qui va être quasiment constante sur la semaine ou les 15 jours où c'est organisé. Et si les effets scientifiques ne sont pas prouvés, d'un point de vue empirique, le fait d'avoir les enfants présents de manière très fréquente sur la semaine, sur différentes actions en piscine, a des effets tout à fait négatifs, tout à fait positifs. Pardon, excusez-moi. C'est ce qu'on constate effectivement sur l'académie, hein, aussi bien en Seine-Saint-Denis qu'en Val-de-Marne. Les stages se développent de plus en plus à l'issue du cycle 2, mais nous, en Val-de-Marne aussi, parfois cycle 1, à la fin du cycle 1, et puis également au cycle 3. Je voulais juste noter une seule chose, c'est que, attention au niveau de ces stages massés, vu qu'il y a une rotation au niveau des MNS qui suivent les élèves, ils ne sont peut-être pas là tous les jours avec le même groupe d'élèves, il faut s'interroger sur le suivi des progrès des élèves au cours de ce stage massé. Et ça nécessite effectivement, pour répondre à la question précédente, une concertation entre les différents acteurs. Je me permets d'intervenir parce que on a essayé justement dans les statistiques de voir un petit peu quelle proportion ça prenait ces apprentissages massés sur l'Académie de Créteil. Alors simplement, voilà, il est apparu que sur le primaire, on était à 31% de l'ensemble des dispositifs, et sur le second degré, on est uniquement à 4%. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est mis en place essentiellement dans le premier degré. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est suggéré par les textes de l'éducation nationale, hein, bien sûr. Tout à fait, justement. Alors, bon, c'est encore une question qui concerne Marianne par rapport donc à l'enseignement donc du savoir nager dans le premier degré. Quelle possibilité pourrait-on avoir dans le premier degré pour décloisonner justement les classes et permettre à des élèves donc de suivre un parcours en fonction de leurs besoins, des élèves de CM revenir avec des élèves de CE2, donc permettre donc ce décloisonnement pour aller au plus près des besoins des élèves. Ça dépend effectivement de l'organisation en termes humains aussi, hein. Il y a effectivement des MNS, mais les professeurs des écoles aussi peuvent prendre en charge des groupes d'élèves. Donc le décloisonnement, il se fait avec des gens, des personnes en présence. Voilà. Donc effectivement, chez nous, c'est un petit peu variable selon les communes, et chacun essaie d'adapter le projet en fonction du contexte. Alors après, pour mettre en avant cette opportunité de pouvoir construire un projet spécifique sur l'enseignement de la natation, par exemple, enfin de la SSL, entre autres, en partenariat, alors je sais que c'est pas simple, hein, mais CM2 6e, sur des temps qui pourraient être des temps communs et des temps partagés. L'intervention de l'ensemble des partenaires dans un projet de ce type-là, hein. C'est, à mon sens, quelque chose qui serait plutôt novateur, plutôt intéressant, malgré les conditions de mise en œuvre qui sont quand même complexes, hein. Mais souvent, on pose la question dans le second degré de quid de l'intervention d'une personne extérieure. Alors, évidemment que le maître nageur est là pour la surveillance, mais si on est sur un projet spécifique organisé, là je parle sous couvert de l'IA-IPR, hein, avec approbation, je pense qu'on peut tout à fait envisager un partenariat des différents partenaires autour d'une action qui a été identifiée dans le cadre d'un savoir nager CM2 6e. Donc, on a une question d'un collègue qui s'interroge sur l'aspect obligatoire de la validation de la SSN en fin de cycle 3. Donc, bien entendu, ça reste bien entendu une obligation, mais cette attestation peut être validée ultérieurement, bien entendu. Voilà, et peut-être que Patrick aussi peut prendre la main pour répondre à une question en raison du contexte sanitaire actuel sur le savoir nager et la natation. Alors, on a repéré effectivement qu'après la sortie du cycle 3, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e, il y avait en moyenne 39 heures
qui était consacré aux élèves non nageurs. Donc sur les 3 années, de façon assez déséquilibrée d'ailleurs, mais c'est quand même 39 heures. Voilà. Donc ça veut dire que la plupart du temps, les collègues essayent de continuer à prendre en charge ces élèves qui n'ont pas obtenu la SSN en fin de 6e pour les y amener et les laisser franchir le seuil du collège en étant nageurs. Et malgré tout, c'est vrai que c'est un point statistique qui nous manque aujourd'hui. On n'a pas quantifié le nombre d'élèves qui sortaient du collège non nageurs. On sait simplement que voilà, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'était simplement arrêté au cycle 3. Il y a une question aussi, je me permets d'enchaîner puisque j'ai pris la parole, il y a une question qui concerne le brassage des groupes. Sans doute, Marianne ou Laurent, vous pourrez compléter ma réponse, mais dans un contexte Covid, il est effectivement préconisé de ne pas brasser les groupes, mais rien n'est dit en termes d'interdiction. C'est-à-dire que là, j'imagine que ce qui est mis en question, c'est de constituer des groupes de niveau, de laisser les non-nageurs entre eux, de prendre un groupe de nageurs en complément. Rien ne vous y empêche. C'est une préconisation. Quand c'est possible de le faire, on le fait. Et quand ça n'est pas possible, eh bien, ma foi, on passe outre. Ça n'est pas une interdiction, encore une fois. Et je pense que pédagogiquement, ça s'explique vraiment de partager justement ces groupes. Il n'y a aucun problème. Après, c'est vrai que la partie Covid nous incite à être prudent, surtout sur les passages, on va dire vestiaire, couloir, etc. Mais une fois dans l'eau, Laurent, tu me reprendras si je me trompe, mais une fois dans l'eau, rien n'a été dit qui va dans le sens d'une distanciation sociale. Les protocoles mis en usage dans la majorité de piscines à l'heure actuelle sont évidemment d'éviter que les enfants se croisent, enfin que différents groupes se croisent dans les vestiaires ou dans les couloirs, avec une préconisation, voire une obligation systématiquement de douche et savonnage avant d'aller dans l'eau. Ensuite, la pratique en milieu aquatique et un retour au vestiaire sans passer par les douches avec un rhabillage pour limiter les temps de fréquentation dans les parties collectives, tout simplement. Voilà. C'est exactement ça, voilà. Nous avons répondu à la question. Je reviens sur récurrente, ce qui est donc sur les effectifs attendus pour. Quels sont les textes en référence? Chantal, tu vas répéter ta question parce qu'on n'a pas tout entendu. Oui, juste Chantal, si tu peux penser à activer le micro et à le couper dès que tu as pris la parole, ça évite derrière l'écho. Donc là, il est activé normalement, ton micro. Si tu peux reposer rapidement la question. Alors, je repose la question. C'est plutôt une question institutionnelle sur le cadre d'encadrement des élèves donc à la piscine, les groupes, les effectifs par groupe. Premier degré, second degré? Second degré. Second degré, la seule restriction, elle est liée au mètre carré. Le texte, la circulaire sur la natation met en avant 5 mètres carrés par élève. Après, il n'y a pas de restriction. Il y a juste une logique professionnelle et de projet. Et donc, le texte précise de manière assez explicite que l'équipe d'enseignants, sous couvert du chef d'établissement, pourra adapter son enseignement au regard des caractéristiques et des besoins des élèves. Voilà. Donc, ça veut dire que, après l'expérience professionnelle, moi, me montre que globalement, si on est avec des élèves grands non nageurs en 6e, au-delà de 14 élèves, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Voilà. Et la problématique qu'on voit apparaître généralement sur ces difficultés se trouve pas trop en 6e, parce que les collègues, globalement, sur ce qu'on peut voir, et Patrick pourra confirmer mes propos, mettent en place quand même des dispositifs spécifiques pour les élèves à l'entrée en 6e. La vraie problématique se situe plutôt pour des élèves qui seraient en classe de 5e ou au lycée, en 4e, en classe entière, sur une programmation APSA natation. Et dans cette programmation, on retrouve, et j'ai eu le cas d'une jeune collègue là, qui démarre cette année,
classe de 5e, 28 gamins, 13 non-nageurs. Alors, notamment à cause du Covid, parce qu'ils n'ont pas été à l'école pendant un petit bout de temps. Et donc là c'est une vraie problématique organisationnelle. Institutionnellement, elle peut faire cours, il n'y a aucun problème. Mais là, elle va faire 2 leçons dans la leçon, hein, et 2 champs d'apprentissage en même temps. Voilà, donc la vraie problématique, elle est là-dessus. Elle est vraiment là-dessus. Au-delà de ça, il n'y a pas de normes à part les 30 mètres carrés. Je vais compléter, pardon. Juste pour information des professeurs d'EPS, il y a effectivement l'enseignant de la classe plus généralement un MNS, c'est-à-dire 2 pour une classe, mais dans la majorité des cas, on voit plus de MNS et donc la classe est divisée souvent en 3 groupes. Voilà. Bon, alors, si vous me permettez de compléter, il y a 2 choses, et vous l'avez bien expliqué. Il y a les textes, et puis il y a la réalité du terrain. Le texte en collège, par exemple, nous dit c'est un prof, une classe. Alors on sait que avoir l'équivalent d'une classe, c'est impossible parce que déjà un prof, une classe, c'est ne pas tenir compte des niveaux différents de l'ensemble des élèves, hein, sur une classe de 25-26. Mais en tout cas, voilà, le texte est là. Après, il y a tout ce qui est aménagement. Alors nous, tout à l'heure, je disais en introduction que nous avons aussi monté une commission, la commission, le groupe de travail donc numéro 2, qui était plutôt dédié à l'étude budgétaire de dispositifs, et grâce à ça, on a pu quand même mettre en évidence que sur les départements, les 3 DSDEN, les 3 DAZEN, donner des moyens particuliers donc pour accompagner cette politique académique, des moyens particuliers en heures qui permettent aux enseignants de venir au bord du bassin en surnuméraire. C'est-à-dire que, en gros, on a l'équivalent de 3 enseignants pour l'effectif de 2 classes, ce qui permet donc d'aménager les apprentissages de façon un petit peu plus individualisée, et donc de constituer des groupes de niveau. Voilà, ça a été un effort qui a été fait sur les départements pour justement aider les collègues à travailler dans des conditions plus confortables. Et d'ailleurs, tout à l'heure je le signalais, rappelez-vous, hein, la moyenne, c'est un prof pour 12 élèves non nageurs. Donc on est quand même sur un effectif qui est relativement confortable et qui permet de mettre en place des apprentissages durables. Voilà. Oui. Merci Patrick pour ces précisions. En effet, dans les départements de l'Académie de Créteil, donc des dispositifs sont mis en place, et de fait, nous avons aussi mis en place donc un groupe de pilotage pour permettre de répondre à ces besoins. Donc, il est indispensable qu'au travers de ces enquêtes, vous faites part de vos projets de manière à ce que vous puissiez avoir des heures pour fonctionner en surnuméraire sur le savoir nager. Comme je l'avais précisé dans le chat aussi, pour rappel, le document académique là, qui a été présenté par Laurent est disponible sur notre site académique, mais comme je le disais, il a un peu de difficulté comme tous nos sites académiques en ce moment. Mais tous ces documents, on va les remettre en ligne. Hein. Donc le document ASSN est déjà en ligne, et ceux qui ont été présentés ou diffusés ce soir également seront déposés, tout comme le replay normalement du webinaire, parce qu'on a quelques difficultés techniques qui se résolvent à peu près. Peut-être une dernière question qui apparaît dans les chats, c'est sur la formation pour les enseignants. Donc, au plan académique de formation, vous avez des stages qui sont justement encadrés par Laurent pour vous permettre donc de vous former donc à cet enseignement. Voilà. Ça fait déjà au moins 3 ou 4 ans que ces stages ont lieu sur l'Académie de Créteil. Et ils sont de nouveau positionnés cette année. Oui, merci Chantal. Nous avons eu effectivement le plaisir d'accueillir en stage Laurent,
qui a formé les 3 acteurs principaux qui sont les MNS, les CPC et les professeurs d'EPS par commune. Nous avons fait ça en 2018, où les 3 acteurs pouvaient enfin se réunir et prendre le temps sur 2 jours de stage, à la fois de pratiquer mais aussi de réfléchir et d'amener des propositions concrètes sur qu'est-ce qu'un projet pédagogique, quels sont nos attendus, les incontournables, les références, les situations pédagogiques essentielles pour faire progresser les élèves. Et c'est vraiment important ces temps de rencontres parce que sur le terrain, il y a eu des effets positifs, notamment mettre en place des livrets pédagogiques, pouvoir mieux se connaître, mieux se faire confiance et mieux communiquer. Nous avons aussi, tu parlais de documents tout à l'heure sur les sites, mais nous avons aussi des documents qui concernent tout l'aspect interdisciplinaire, pluri et transdisciplinaire de nos collègues conseillers pédagogiques de Seine-Saint-Denis qui ont travaillé sur un document qui s'appelle Mes lignes d'eau. Et là, j'invite les professeurs d'EPS aussi à aller le voir parce qu'il est fort riche et très, très intéressant. Alors, moi, juste un petit mot, si je peux me permettre. Moi, j'invite à se questionner sur comment dirais-je, l'aspect pédagogique, alors aussi bien premier degré que le second degré, hein, on est bien d'accord, et notamment sur l'usage du matériel. Alors, quand je parle du matériel, c'est pas le matériel lié à la flottaison, etc., hein, c'est l'aménagement du bassin. Voilà. On est encore trop souvent parfois sur un fonctionnement qui est recevable, hein, en ligne d'eau classique. Alors je sais qu'en ce moment c'est compliqué avec le Covid, mais voilà, je pense que le bassin, les lignes d'eau, elles n'ont pas été scellées dans le béton en même temps que la construction du bassin. Donc il ne faut pas hésiter à questionner les professionnels, à questionner l'équipe sur des modalités de fonctionnement qui seraient les plus adaptées par rapport aux caractéristiques des enfants. Ça me semble fondamental et par rapport à leurs besoins. Ce qui parfois permettrait d'optimiser et de faire aller beaucoup plus vite, parfois en termes de transformation, tout simplement. Voilà, mais chaque réponse est locale et bien sûr dépendante du contexte du bassin. Mais trop souvent, c'est immuable et ça ne bouge pas, quoi. Moi, ça me pose un problème. Tu parles de besoin effectivement d'enfants et malheureusement c'est une des restrictions de notre document académique, hein, c'est qu'on délaisse un petit peu une partie des enfants qui sont porteurs de troubles et de handicap et dont on n'a pas effectivement pris en compte dans ce document. Donc c'est sans doute une réflexion à mener aussi avec les MNS ou les enfants qui sont issus d'Ulysse, du P2A, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on s'était dit. Marianne est en train de lancer la 3e phase de notre réflexion. Puisque la première a consisté à mettre en place le cadre général avec les premiers temps les premières fiches explicatives. La 2e phase a consisté à mettre en place les SOS en fonction des problèmes rencontrés. Ben voilà la 3e phase qui a été enclenchée par Marianne et Laurent. C'est sur l'activité physique pour favoriser la natation pour favoriser l'inclusion de tous nos élèves. C'est un beau programme. C'est un document qui fait partie d'une série handicap et activité physique publiée par la revue EPS et qui est excellent sur la natation et les 500 adaptations pour une inclusion réussie, qui a été coécrit avec nos collègues conseillers pédagogiques du premier degré. Voilà. Merci Marianne. Nous avons passé 1h15 ensemble. J'espère que vous avez pu donc prendre connaissance de façon très globale, mais bien sûr maintenant on vous invite à aller voir ce document dans le détail sur notre site, compris un petit peu la démarche de ces 3 groupes, hein, puisque j'intègre bien évidemment les 2 autres dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez donc bien saisi toute la logique qui nous anime aujourd'hui, qui est une logique à la fois pédagogique, mais pas seulement, une logique qui engage l'académie vers une analyse des résultats. Alors ce que j'ai pas dit, mais en fait les collègues de l'Académie Créteil le savent aussi, c'est que tous les résultats chaque année sont saisis dans notre PAC EPS. Alors ce qui a l'avantage pour chacun des établissements,
d'avoir un regard sur ces résultats par rapport à une moyenne. On ne connaît pas les résultats du collège d'à côté, puisqu'il n'est pas question de mettre les gens en difficulté, mais en tout cas, on peut se comparer, on peut comparer les résultats de notre établissement avec les résultats de notre département et les résultats donc macroscopique de l'académie. Et quelque part, ça sert un petit peu de cadre de pilotage qui aide les collègues à bien mettre en place en interne donc une politique qui est efficace. On s'aperçoit que malgré les résultats qui sont malheureusement assez mauvais, disons, enfin pas à la hauteur de ce qu'on attendait au bout de 3 ans, on s'aperçoit que le contexte n'est pas favorable. On a vu que voilà les coûts de fonctionnement étaient exorbitants et que c'était un véritable frein à la mise en place de cette politique. Mais pour autant, le constat qu'on a fait aussi, c'est que le travail qui est fait sur le terrain est un travail remarquable puisque on parvient malgré tout avec les moyens dont on dispose à faire progresser nos élèves et on va de toute façon dans le bon sens. Donc moi je voudrais quand même conclure sur ce mot un petit peu optimiste pour faire vraiment donner un signal et montrer que tout ce que l'on a mis en place donc depuis 3 ans sur notre académie, ça va, j'en suis sûr, porter ses fruits. Et en tout cas, l'inspection est à vos côtés, enseignants, tous les profs. On est vraiment à vos côtés pour essayer de développer cette politique et vous aider. Voilà. Donc, il me reste à vous donner rendez-vous pour le webinaire numéro 6, puisque vous savez que maintenant, c'est un rendez-vous sur Créteil qui devient incontournable. Le webinaire numéro 6 sera un spécial rentrée dans le métier. Il sera exclusivement destiné, enfin pas exclusivement, mais essentiellement destiné à tous les tuteurs de notre académie, tous les stagiaires. Il sera aussi destiné à tous les chefs d'établissement qui hébergent un berceau de stagiaires. Alors de l'Académie Créteil, mais vous l'avez compris, depuis le début, on ouvre aussi les inscriptions à toutes les académies et donc vous pourrez participer à votre souhait donc à ce webinaire numéro 6 que nous avons calé le 16 novembre. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie Chantal, je remercie Johan, Laurent et Marianne pour votre participation et je vous souhaite aussi à vous une excellente soirée. Merci à tous.